Il faut le boire bien chaud. Sinon, ça vous fera aucun bien. Simon, Mathieu! J'ai des asperges que vous m'aviez commandées. Elles sont très belles. Cueillies de ce matin. Et mes fraises? Je t'ai déjà dit que ça donnait des démangeaisons. Oh, madame, vous voilà enfin. Que se passe-t-il? Monsieur de Fontenelle s'est encore levé en pleine nuit pour aller regarder ces maudites étoiles. Et je l'ai trouvé endormi dans son cabinet. Franchement, madame, je me demande ce qu'il espère. S'il croit que les habitants de la Lune vont lui faire signe de monter... Il vous a donc convaincu que la Lune était habitée? Non, pas la Lune, mais... Ah, attendez. On s'y retrouve plus dans tous ces astres. En tout cas, moi je crois que les habitants du ciel en ont assez d'être regardés. Avec ces lunettes qu'on dirait des fusils. Monsieur de Fontenelle a beau être un grand savant, il y a des choses qu'à son âge on ne fait plus. Madame, il n'y a que vous, sa petite nièce, qui puissiez le raisonner. Qu'irais-je lui dire? Il est la raison même. Tout au plus pourrait-on contenir sa gourmandise. Oh, ma chère nièce. Ah, je vous souhaite le bonjour, mon oncle. Vous avez belle mine. Je suis ravie. Eh oui. N'y aurait-il point du fromage? Vous ne dînerez point si vous prenez du fromage à 7 heures. 9 heures viennent à peine de sonner. Je sais trop bien que vous n'en prendrez point qu'un seul morceau. Vous serez témoin qu'après de 95 ans, je suis condamné à mourir de faim dans ma propre maison. Êtes-vous passé par la cuisine? En effet. Et n'avez-vous point remarqué ce qui se préparait pour le dîner? Des asperges, mon oncle. Dieu soit loué. C'est étrange comme manger des asperges semble pour vous une forme avancée du bonheur. Vous parlez du bonheur comme si j'en connaissais les secrets. N'est-ce pas la vérité? Je crois en effet que les secrets du bonheur ne vous sont pas inconnus. Vous appelez secret de simples précautions. Confiez-m'en une. Mais la plus simple, il faut se ménager en toutes circonstances. Oui, la mesure du bonheur qui nous a été donné est assez petite, ma chère nièce. J'ai donc prudent de ne rien perdre. Et était-ce dans vos précautions que de ne point vous marier? Veuillez m'excuser. Pertinente question. Dans les nœuds de l'hymen, à quoi bon m'engager? Je suis un, cela doit suffire. Si j'étais deux, mon état serait pire. C'est bien assez de moi pour me faire enrager. Votre science des épigrammes vous tire de toutes les situations. Il n'empêche que vous savez vous faire adorer des femmes.
peut-être. Mais on les épouse, et puis on les connaît. Le mariage est chose naturelle, pourtant. Non, pardon. Je dis, l'idée a bien dû vous venir, de vous marier. Quelquefois, oui, le matin. Voltaire aurait dit au roi de Prusse que vous étiez l'esprit le plus universel que le siècle de Louis XIV ait porté. Le compliment n'étant pas dans sa manière, j'en déduis qu'il a dû lui arriver quelque chose de fâcheux. Le froid, peut-être. Je m'étonne toujours comme les séances à l'académie ne vous fatiguent pas davantage. Pourquoi voulez-vous? Je n'y ai plus d'ennemis. On dirait que vous avez oublié ce que messieurs Boileau et La Bruyère ont dit de désagréable sur vous. Ne faites pas offense à Racine de l'oublier parmi mes adversaires. Je leur ai pardonné et cela m'a fait beaucoup de bien. Non, aujourd'hui, je ne les blâme que d'être tous morts. Portez-vous toujours aussi aimablement, cher enfant. Eh bien, moi, c'est monsieur que je trouve trop aimable. Il n'en veut à personne et se contente de tout. Je me demande parfois si ce sont là les manifestations d'une bonté immense ou de pas de bonté du tout. Des fois, j'ai peine à lui ôter la poussière. Il me fait peur. Je crois monsieur de Fontenelle encore plus impressionné que vous par son oncle. Ben, je comprends. Être le neveu du grand Corneille, c'est une situation tout de même. Ben, pour vous aussi, madame. Oh, petite nièce du neveu de Corneille, c'est une place discrète. Monsieur en avait assez. Comment il en avait assez? Ah oui, il ne veut plus le voir, ce coffre. 60 ans, à ce qui paraît. Mais il est plein. Ah ben, pour sûr, madame, qu'il est plein. On sent bien quand on le porte. C'est tout ce que monsieur a point voulu lire qui est là-dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes, Simon? Ce sont les journaux de monsieur qui sont dans ce coffre. Ah ben, je dis point non. Je dis qu'il a jamais voulu les lire. Qui vous a raconté ces sornettes? C'est lui. Qui ça, lui? Monsieur de Fontenelle. C'est amusant, mais cela ne tient pas debout. Pourquoi ne les aurait-il pas lus? Monsieur aimerait pas qu'on répète ce qu'il nous a dit qu'à nous. Répète quand même, madame te le demande. Ben, il les a point lus parce qu'il se doutait qu'on disait pas du bien de lui là-dedans. Même qu'on l'attaquait. Après tout, cela est assez dans sa manière. Ne jamais aller au-devant de ce qui peut gâter votre humeur. C'est tout, lui, en effet. Débarras, allez. Et vous repasserez le balai. Semplicetta tortorella che non vede il suo periglio per fuggire da crudo artiglio vola in grembo del cacciator, vola in grembo del cacciator. Vorrei anch'io fuggire la pena
Bravo! Quelle voix! Merci, monsieur. Restez, c'était Non, magnifique. excusez-moi, ma je ne peux pas rester ici. Mi scusi. Vous l'avez effrayée. Mais non, c'est une petite sauvage, voilà tout. Qui était-ce? Nous vous attendions pour souper. Je ne dois plus souper. Et pourquoi donc? Il paraît que mon âge exige la tempérance. La belle affaire. Qu'est-ce que l'âge quand la gloire le surpasse? Accepterez-vous néanmoins quelques fruits confits? Venez par ici. Monsieur de Fontenelle vous a repéré comme étant les plus spirituels de l'Assemblée. La plus spirituelle du salon de Madame Geoffrin. C'est Madame Geoffrin. Monsieur de Fontenelle nous surpasse tous, Vallière. Dites-lui plutôt quelle conversation était la vôtre pendant le souper. De quoi disputiez-vous? Nous pensions qu'il est bien difficile pour une femme de déceler le sentiment sous une conduite galante. Monsieur de Vallière soutenait que c'était un nouveau procès fait à la sincérité des hommes. Alors, qu'en pense le siècle passé? Ma foi, je n'observe point les sentiments comme je le fais des planètes. Vous n'avez pas à observer ce qui vous est simplement donné de ressentir. Certes, mais il est présomptueux d'avancer que j'ai déjà ressenti quoi que ce soit. Voilà 80 ans que j'ai relégué le sentiment dans mes poésies. Et vous appelez ça avoir vécu? Je crois avoir été empressé comme il convenait auprès des femmes. Mais l'amour, J'entends mal. je parlais de l'amour. Lui et moi sommes des choses incompatibles. On dit pourtant que votre roman préféré n'est autre que La Princesse de Clèves. Le style en est insurpassable. Il en est de plus vif. Il n'en est pas de plus simple, donc de plus grand. Mais la princesse, c'est une histoire d'amour. Qui n'a pas lieu. Quelle sagesse. Puisque vous soutenez que les sentiments vous sont étrangers, je suppose que ce sont les idées qui ont vos faveurs. Pas davantage. Défendre des théories signifie riposter, se plaindre, accuser, soupçonner. J'aime trop mon repos. Et puis, pourquoi polémiquer? Tout est possible et tout le monde a raison. Allons, allons. Je sais certaines idées qui ne vous laissent pas indifférents. Si je vous disais que M. d'Alembert est venu nous lire hier son discours préliminaire à l'encyclopédie et que le chevalier de Jaucourt nous a montré d'admirables planches sur les métiers. C'était d'un ennui mortel. Vous m'avez l'air encore bien vivant, il me semble. Mais enfin, que cherchez-vous avec cette encyclopédie? À instruire les médiocres de choses qu'ils n'entendront point? Qu'y a-t-il de plus ridicule que de parler de philosophie avec des ouvriers? Le divertissement et le jeu, voilà ce que le peuple attend. Pareils propos vous feront attendre à la porte de l'Académie, j'en réponds. Déjà qu'il vous faudra faire oublier vos ouvrages libertins. Et moi, j'entends bien être de l'Académie. Mes ouvrages sont lestes, j'en conviens, mais les composer est d'un aussi dur labeur, croyez-moi. Une simple page me prend 3 ou 4 heures. Vous finirez bien par rattraper tout ce temps perdu. Mais je suis plus modeste que vous ne l'imaginez, monsieur. Vous n'aurez pas osé vous le dire, monsieur. Toutes ces femmes qui se disputent le vieux Fontenelle dans l'espoir qu'il va mourir dans leur salon. Pauvre Vallière, il se croit un esprit supérieur, mais la supériorité lui fait bien défaut. Et l'esprit lui manque. Venez, nous allons entendre la musique de près. Elle est bien assez insupportable de loin. Vous préférez la peinture? Oh, la peinture, les murs sont enlaidis par trop de portraits. La sculpture? Je laisse les statues me regarder. Les arts vous touchent donc si peu? Je n'arrive pas à faire entrer tant de choses dans mon existence. Plus tard, peut-être. Votre force est de vous placer hors d'atteinte en toutes circonstances. Rien ne vous touche. Je vous admire. Bonsoir, cher Fontenelle. Pardon? Je vous souhaitais le bonsoir.
Regardez, monsieur de Fontenelle, il n'est pas de mots murmurés que vous ne saurez entendre. Avec, on l'a souvent constaté, plus de précision encore que ceux qui entendent normalement. Cela provient de ce que le pavillon est fort large. Ne dirait-on pas comme une corne d'abondance, qui, au lieu de déverser ses fruits, engrangerait les sujets et les verbes par sa vaste embouchure pour vous les faire entendre? Voyons, monsieur, voulez-vous ajuster le cornet à votre oreille? La plus petite des extrémités s'y glisse tout naturellement. Allez-y. Ouais. Alors, comment m'entendez-vous, monsieur de Fontenelle? Trop fort. Ah oui, je suis confus, c'est parce que... C'est naturel quand on s'adresse à quelqu'un dont l'ouïe est défaillante. Alors? Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous a demandé de venir le chercher pour monsieur de Fontenelle. Et qui vous a demandé? Ajuster, enlever. Ajuster, enlever. Voilà, l'appareil n'est-il point trop lourd, monsieur? Monsieur, Madame Geoffrin vous envoie... Madame Geoffrin vous envoie quelque chose. Je lis beaucoup mieux. Ce portrait de votre ami Lefrénois, j'ai pu l'acquérir sans trop d'embarras auprès de ce qui lui reste de famille. Je l'ai fait dans l'intention de vous l'offrir, persuadé que le visage de celui qui fut votre plus proche et si grand ami vous rappellerait ces longs moments que vous passiez ensemble à ne rien dire, et pourtant à vous comprendre, comme seuls savent s'entendre la discrétion et l'innocence. Voilà aujourd'hui 20 ans qu'il est mort. Je m'en vais sur le champ remercier Madame Geoffrin. Pourquoi ces moments que vous passiez à ne rien dire? Monsieur Lefrénois était si peu bavard. Le portrait respire la ressemblance. Regardez, on dirait qu'il va se taire. La belle compagnie que voilà. Et tout ce monde pour m'accueillir. Nous sommes toujours ravis de vous voir, monsieur l'abbé. Très bien. Très bien. Très bien. Je parle de cette lettre au marquis de Lafare que le Petit Réservoir vient de publier. Eh bien... Comment ça, eh bien? Que dit-elle, cette lettre? Bah, vous vous moquez, on soutient partout qu'elle est de vous. M'a-t-on vu l'écrire? Je le sens bien, moi, qu'elle est de votre plume. Parler avec une telle insolence n'appartient qu'à vous ou à Voltaire. Une lettre qui décrit l'embarras du Seigneur au moment de la résurrection désigne son auteur. M'en direz-vous le nom à la fin? Raillez, raillez. Je vois que sous couvert de montrer les choses de la science auxquelles les cœurs simples n'entendent rien, il est bien aisé d'y jeter le tauble. Qu'est-il besoin d'expliquer ce qui doit rester inexplicable? Vous faites parfois songer à quelques navigateurs dont les cales laisseraient passer l'eau, mais qui interdiraient qu'on écope. Oui, prenez garde. On dit que ce sont vos ouvrages qu'ont inventé Voltaire. Laissez dire. Car vous ne pouvez accepter que votre œuvre apporte caution à cet empire. Que me reprochez-vous? N'ai-je pas fait mes Pâques? Si fait, mais vous ne pouvez ignorer que Voltaire parle de Dieu comme s'il n'existait pas. Comme quoi? Quelle malice que de vouloir me faire répéter ces choses. Comme s'il n'existait pas. Voltaire ne nie pas. Il s'interroge. C'est votre histoire des oracles qui a fait le mal. Oh, j'ai pas dans mes oracles le spectacle de l'ignorance et de la sottise, exploité par la mauvaise foi. Certes, mais ce spectacle me semble promis à un grand avenir. Ben justement, des esprits faibles et impurs ont pu en déduire que Dieu n'existait que parce que nous voulions y croire. Mon ami, l'ignorance se démontre moins par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Car non seulement nous ne possédons pas les principes qui mènent au vrai, mais nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Monsieur l'abbé restera-t-il à dîner? Plaît-il? À votre servante. Ben, qu'y a-t-il? Le dîner! Eh bien... Désirez-vous des asperges? Oh, j'en raffole.
J'en raffole. Moi aussi. Ça au beurre, hein, quel délice. Je vous préfère à l'huile. Au beurre, elle garde de leur fermeté. Et à l'huile, le goût en sort davantage. Mais elle se digère tout aussi bien au beurre. Ma nièce ne les apprécie qu'à l'huile. Bon, que dois-je faire? Une moitié à l'huile, une moitié au beurre. Je connais bien votre manière, savez-vous. Jamais rien de véhément. Votre impertinence est des plus douces, à peine visibles. Point d'éclat, point de tracas. Ainsi se propagent les idées les plus terribles, les plus terribles. Je ne professe point d'idées. Je constate et je souris. C'est bien suffisant. Et vous vous mêlez tout sans en avoir l'air. Voilà la vérité. Raisonnement, c'est votre unique défense. Moi, je maintiens qu'il est mauvais de raisonner sans cesse, que c'est le moyen le plus insidieux de s'écarter peu à peu du chemin qui nous a été tracé. Par qui? Vous voyez, vous raisonnez encore. Ça, je me demande si toutes mes prières seront jamais suffisantes pour votre salut. Et si... Françoise! Les asperges toutes à l'huile. Non, non, déposez-moi à l'entrée du jardin. Enfin, vous voilà. Nous attendions vous pour souper. A-t-on des nouvelles de ce bon abbé Chalon? Il est à nouveau sur pied, si l'on peut ainsi dire, de quelque chose de rond. Vous ne cessez de le rudoyer. Je me demande ce qu'il vous a fait. Il me fait peur. Le voilà. Cher Fontenelle, je ne crois pas vous avoir présenté Isabelle, la fille de ma sœur du comte Della Torre. Elle est arrivée de Florence la semaine passée. Ah, des asperges. On dit, monsieur, que vous n'avez pu résister à un mot cruel dont l'abbé Chalon fut l'innocente victime. La cruauté n'est pas ma façon, monsieur. Mais si cela est vrai, ce que j'ai dit semble avoir remis les asperges à la mode. Monsieur le philosophe, il paraît que vous refusez de croire à l'amour. Plaît-il? N'est-il point vrai que l'amour existe? J'avoue qu'à 7 minutes, je ne doute plus. On m'a dit une charmante plaisanterie qui vous concerne, cher Fontenelle. À quelqu'un qui souhaitait faire un placement d'argent, il a été déconseillé de le faire sur votre tête, sauf à fond perdu, car vous rajeunissez en vieillissant. L'autre jour, j'ai voulu faire déplacer un meuble de famille, un vieux secrétaire qui avait toutes les apparences du neuf. Eh bien, à peine l'a-t-on touché qu'il s'est effondré. Il était vermoulu. Vieillir me fait peur. Pour les femmes, la disgrâce des sens est une horrible chose. Une sottise. Pour éviter à nos sens de vieillir, il faut veiller à leur fonctionnement régulier. Les entretenir, en quelque sorte. À suivre vos conseils, on tomberait vite dans l'excès, il me semble. L'homme de qualité sait tempérer ses audaces. Je crains, mademoiselle, que nos discours vous ennuient. Les vôtres, vous voulez dire? Quand la beauté et la jeunesse s'accordent si magnifiquement, a-t-on envie d'entendre des propos desséchés? A-t-on d'ailleurs envie d'entendre quoi que ce soit? Les paroles retardent toujours les actes. Qu'en pense votre nièce? Elle va vous le dire elle-même, baron Grimm. Je ne suis pas encore à me lasser des conseils que l'homme me donne. Ce qui n'empêche pas d'en faire le tri. De reconnaître la vérité dans ce qui est généreux, sensible, dévoué. En un mot, dans ce qui vient du cœur. Tous les êtres possèdent un cœur, me direz-vous. Eh bien non. La science nous le cache encore, mais certains en sont réellement dépourvus. Vraiment? J'en connais personnellement.
Dans quelques contrées lointaines, je pense. Point du tout, ici même. Nous direz-vous? À quoi bon? Il s'est déjà reconnu. Je suis résolu à faire à l'Académie une communication sur l'intelligence de l'asperge, qui est un légume particulièrement savoureux, mais aussi commode à manger. En somme, fait pour nous plaire, mais avec une discrétion qui enchante. Il suffit d'ailleurs de savoir comment poussent les asperges. Elles passent la tête pour d'abord voir si elles ne dérangent pas. Et puis alors, se sachant attendues, elles viennent tout entières. Aucun autre légume ne possède cette élégance. À vrai dire, monsieur, ça n'est pas précisément sur l'Académie et les asperges qu'on vous attendait. Sur quoi d'autre? Eh bien, sur ce qu'affirme monsieur de Vallière, l'absence de cœur. Vous avez du mal entendre. Comment cela? Monsieur de Vallière pense que cela n'existe pas parce que le cœur, comme le cerveau, sont des organes qui lui sont encore étrangers. J'ai cru comprendre que pour l'instant, il ne s'intéressait qu'à la partie comprise entre la hanche et le genou. Bénissons l'esprit, monsieur, c'est lui qui vous tuera. Alors ne songez plus à l'Académie. Vous voilà déjà immortel. D'ogni amatora fede e sempre mal sicura, piange, promette e giura, poi cangia amore, poi cangia amore. Facile a dir che muore, facile ad ingannar. Pur non paro sore, che un dolce affetto via, cambi il tradir non sia, gran colpa nella mar, gran colpa nella mar. On dirait que la musique vous est soudainement supportable. Semplicetta tortorella che non vede il suo periglio per fuggire da crudo artiglio, vola in grembo del cacciatore, vola in grembo del cacciatore.
Venez. Monsieur le Forger a promis de nous enseigner un nouveau jeu d'esprit. Je préfère me retirer. Comme vous voudrez. Ma nièce ne possède-t-elle pas une voix merveilleuse? Sans doute. Mais comment en aurais-je profité? C'est à vous? Je ne vois pas l'utilité de m'encombrer du bien d'autrui. Je veux dire, vous en avez réellement besoin? Hélas, ma bonne amie, me voici parvenu à l'âge des accessoires. Ah, ne craignez rien, ma vue aussi est mauvaise. Monsieur. Monsieur. Quelqu'un parle? Moi, monsieur. Votre esprit m'a charmé, monsieur. Je comprends que ma tante tient tant à votre présence. Avez-vous aimé les airs que je chantais? Votre voix et votre accent feraient aimer tous les airs du monde. Savez-vous que je connais vos entretiens sur la pluralité des mondes? Ils sont très célèbres en Italie. Quelle chance a eu cette marquise d'être instruite par vous. Des Mercure, des Vénus, des Jupiter. Mais je vous mets en retard. Bonsoir, monsieur. Nous sommes prêts, monsieur. Pas moi. Je vous pardonne d'avoir interrompu mon chemin si vous acceptez que je me mette en travers du vôtre. Aurais-je droit à une leçon d'astronomie? J'aime les sciences, vous savez. J'imagine que vos soirées passées à instruire la marquise étaient pareilles à celle-ci. Enfin, voyons, vous vous conduisez avec moi comme si j'avais 10 ans de moins. Puisque je ne peux prétendre tenir la place de votre marquise, je me contenterai de la beauté de ce spectacle, qui sont la sereine. Les sots et les savants. Je crois qu'un jour viendra où l'homme visitera les planètes. Vous avez raison. Il n'aura pas la sagesse d'y renoncer. Et il ne pourra s'empêcher d'y mettre de l'orgueil, comme toujours. Vous étiez moins pessimiste avec la marquise. Marquise. Imaginaire. Êtes-vous sérieux? Je voulais raconter simplement les principes qui régissent l'univers. Alors j'ai imaginé des conversations avec une marquise le soir, dans le parc d'un château. Je rêvais d'un ouvrage ni trop sec, ni trop léger. Mais il se peut bien qu'en cherchant un juste milieu qui convainc tout le monde, j'en ai trouvé un qui ne convienne à personne. Les justes milieux sont impossibles à tenir. On ne m'y prendra plus. C'est pourtant grâce à vous que les femmes prennent plaisir à la science. Beaucoup d'hommes ne vous le pardonneront jamais. Enfin, l'aveu que vous m'avez fait me dispense désormais de me montrer jalouse envers votre marquise. Je vous demande pardon. J'ai parlé de la jalousie. J'avoue ignorer ce que c'est. Je vous crois. Il n'y a que les femmes pour savoir. Allons,
Je ne suis pas tout à fait honnête. Pardon. Cette marquise, je ne l'ai pas entièrement inventée. Je me suis inspiré d'une personne réelle. Qui? Une dame de ma province, auprès de laquelle beaucoup pensaient que j'étais assidu. L'étiez-vous? Je fais en sorte que mes manières fussent toujours honnêtes et obligeantes. Les jeunes gens n'entendent plus cela. Le seul intérêt des jeunes gens est de fuir les sentiments. Enfin, monsieur, fuir les sentiments? Quel étrange conseil. Quelle importance! On reconnaît les bons conseils à ce qu'ils ne sont jamais suivis et les mauvais à ce que tout le monde s'est hâté de les précéder. Je ne vous ai que trop retardé, monsieur. Aurais-je prononcé quelques paroles pour vous déplaire? La nuit est fraîche, soudainement. Elle est fort douce, au contraire. Je porte de prendre froid. Je m'en voudrais de n'être point attentif à votre santé. Le troisième acte commence par une scène entre la marquise et Dubois. Buvez. C'est brûlant. Vous vous souciez moins du chaud et du froid dans certaines maisons que je connais. Je dois écrire une lettre. Allez. Oh. C'est chaud. Ah ben mon pauvre ami, vous voilà dans un triste état. À cause de l'humidité de votre jardin. Ah. Comme dites-vous là? Que les faiblesses arrivent par où on ne les attend pas. Ma nièce m'a chargée de vous remettre cette lettre. Elle vous remercie d'être resté pour l'écouter chanter. Ah, je crois avoir bien agi en exigeant qu'Isabelle s'installe chez moi. Elle ne pouvait rester à Florence plus longtemps. Sa mère n'aurait jamais trouvé sur place remède à son mal. De quel mal souffre-t-elle donc? De quoi voulez-vous? L'amour, mon ami. L'amour. Isabelle a connu il y a peu le revers d'une passion qu'elle croyait partager. Elle a surpris celui qui lui avait juré sa flamme dans les bras d'une autre. Enfin, quand je dis dans les bras, j'espère que vous me comprenez. Ma sœur s'est alarmée, car la santé d'Isabelle donnait des signes d'inquiétude après cette pénible déconvenue. On ne saurait compter le nombre de fois où Isabelle a été surprise en larmes. Sans parler de ce jour pas si lointain où elle a voulu se jeter dans la rivière. Enfin, j'ai arraché ma nièce à son tourment et la voilà guérie. Je vous vois fatigué, cher Fontenelle. Vous dites? Ah oui. L'amour. Me pardonnerez-vous, monsieur, un comportement aussi ce qu'inexplicable, alors que vous me faisiez la faveur de votre immense savoir. Il me faudra bien de courage pour reparaître devant vous, alors même que je ne saurais me résigner à ne plus vous voir. Mademoiselle, monsieur de Fontenelle m'a chargé de vous remettre ceci.
Fontenelle. Je suis bien aise de vous revoir. Monsieur Diderot et Monsieur d'Alembert disaient à l'instant que vous étiez leur maître. Ce n'est pas un mince privilège, madame, hein, que d'être né avant tout le monde. Fontenelle, vous avez retrouvé bonne mine. Ma nièce sera ravie de vous revoir. Au juste où est-elle? Oh, cette jeunesse nous donne le vertige. Qu'il me soit permis de saluer qu'il me soit permis de saluer l'esprit le plus libre et le plus avancé de notre temps. Monsieur d'Alembert, vous me faites trop d'honneur. Notre encyclopédie vous est 100 fois redevable. Vous verrez que mon âge finira par me rapporter. Je ne suis point un de ces hommes qui exhibent des certitudes. Mais je sais que c'est par la connaissance et le raisonnement que le monde sortira des ténèbres. Nos articles lui ouvriront les yeux. Et nos souscripteurs ne seront pas que des lecteurs. Comprenez-vous? Ils transmettront, ils témoigneront. Ah, Monsieur de Fontenelle. On me dit que vous ne ménagez point votre peine pour nous soutenir. Soyez-en 1000 fois remerciés. Ce premier volume de votre encyclopédie me ravit, monsieur Diderot. C'est une vaste entreprise. Trop vaste, peut-être. En tout cas, elle vous apportera peu de satisfaction. Les hommes tels que vous sont faits pour les grandes aventures et la règle des 3D. J'ignore cette règle. Déconvenus, difficultés, découragement. Eh bien, j'en ajoute un 4e. Défi. Je veux le relever. Vous avez raison. Il était tombé assez bas ces derniers temps. Charmant tableau. Lequel soutient l'autre? Oh, Diderot préférera toujours Fontenelle à Voltaire. Mieux vaut caresser un chat qu'un scorpion. Monsieur de Fontenelle! Vous me voyez confuse. Oh, je veux vous assurer que l'idée que vous avez de moi n'est pas la bonne. Mais puisque je n'ai rien vu... Oh, le jour où vous m'avez surprise, mon mari m'avait insultée. Imaginez mon trouble. Comment le pourrais-je, madame? C'est parce qu'il m'avait infligé cet affront que je me suis vengée de lui. J'imagine que pareille vengeance vous coûte énormément. Personne n'est mort d'avoir été infidèle, n'est-ce pas? Certains même en vivent, madame. Mon mari m'a traité de catin. Pourtant, j'ai éprouvé de l'affection et de la tendresse pour tous les hommes qu'il m'a été donné de connaître. Dans ce cas, madame, ce n'est pas une insulte, c'est de la reconnaissance. Un peu de fraîcheur me fera du bien. Quelle situation, monsieur? Comment cela? Ce rendez-vous que vous m'avez fixé dans les plus grands secrets. À la suite d'une lettre de vous et votre tante qui me l'a remise, croit encore que vous m'adressiez de simples remerciements. Je vous devais des excuses. J'ose à peine imaginer ce que vous avez pensé de moi après cette soirée. Mais ce que j'ai pensé dans l'instant n'a rien à voir avec ce que je crois désormais. Que voulez-vous dire? Que sont l'évocation d'un sentiment qui vous tourmente plus qu'il ne faudrait. Je n'aurais pas assisté à un départ qui ressemblait à une fuite. Vous savez donc, je suis moins forte que je le pense. Je crois oublier. Je ne fais qu'enfuir. Il est vrai, et je crois que ce sera là ma plus grande gloire. Par quelle force faut-il donc être habité? Je ne vois rien de banal dans les mouvements du cœur, mais j'ai préféré m'en garder. Comme si nous avions les choix. Nous l'avons. Il ne faut jamais chercher qu'à simplifier sa vie. Pour ma part, j'ai voulu faire l'économie d'histoires d'amour qui m'eussent laissé pantelant. Je me connais trop bien. Mais vous avez aimé, monsieur. Il avait été en retour. Soutiendrez-vous le contraire? C'est un sujet bien personnel pour qui déteste parler de soi. Ainsi donc, vous pourriez tout connaître de moi et ne rien me confier en retour. Qui mon existence intéresserait-elle? Moi.
Pourquoi, je m'en prie? Je ne sais. Ou plutôt, pour la première fois, j'ai le sentiment d'être comprise. Nous nous connaissons peu, il est vrai, et pourtant, il me semble que nous avons déjà partagé un peu de notre vie. Vous ne voulez donc rien me dire? Un jour, Quel jour? un prochain jour. Protégez-vous des secrets. C'est avec pareil raisonnement que ma petite nièce prétend que tout m'a réussi. Je crains que l'affection qu'elle me porte lui fasse voir de travers. En quoi aurait-elle tort? Oh, il suffit de regarder de quelle manière j'ai parcouru le chemin. Quand j'ai voulu embrasser la carrière d'avocat dans ma ville natale, j'ai perdu la seule affaire qui me fut confiée. Quelle importance! Vous aviez la poésie. Je lui ai donné plus qu'elle ne m'a rendu. Je fais mine aujourd'hui d'être détaché, mais je sais à quel point les détracteurs avaient raison. Mes ouvrages ne faisaient qu'imiter ce que l'on représentait de pire sur les théâtres. L'Académie vous a pourtant accepté. Après 4 tentatives, ils auraient su que j'allais vivre vieux, qu'ils me faisaient attendre davantage. Vous êtes un grand savant. Sans la lecture de vos ouvrages, aurais-je du goût pour les sciences et aurais-je commis Quoi donc? un petit traité? Un petit traité. 2 remarques plutôt sur la réfraction de la lumière. Aurais-je l'honneur de les lire? Accepteriez-vous en échange de m'enseigner l'observation des étoiles? Je suis trop malhabile. L'observation des... L'observation des étoiles, oui. Je ne m'y entends guère enseigner quoi que ce soit. Allons, acceptez-vous. Quel entêtement! Isabelle! Soit. Quel était cet air que vous chantiez? La 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 la. C'est un air qu'on chante à Florence et qui parle d'amour. Isabelle! Qui sait à quel instant de la succession des générations animales nous en sommes? Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a que 4 pieds de hauteur, qu'on appelle encore un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe? Diderot est merveilleux. C'est grâce à des hommes comme lui que le monde va s'ouvrir. Le monde, vous rendez-vous compte? Qui puis-je? Nous allons découvrir tant de choses nouvelles. Comme j'ai hâte et comme j'ai envie. Mon fils, les envies sont inutiles quand on peut tout avoir. Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand sédiment inerte et immobile? Qui sait quelle sera la durée de cette inertie? Qui sait quelle race nouvelle peut résulter d'un amas aussi grand de points sensibles et vivants? Il sera plus aisé d'enseigner la mécanique que la tolérance. Sans doute. Il le faudra pourtant. C'est peut-être là notre véritable dessein. Certes. Mais l'homme est l'homme. Il avance et il recule. Vous ne le changerez pas aisément. Je ne suis pas pessimiste. Des soirs comme celui-là, moi non plus. Eh bien, qu'attend-on? Françoise? Il n'y a personne! Françoise! Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça?
D'abord, que faites-vous debout? Ben, il est bien temps, il me semble. 7 heures n'ont pas encore sonné. Oh, voilà, ben, qu'ai-je besoin des cloches? Mon horloge à moi me dit qu'il est l'heure. L'heure de quoi? Mais où allez-vous? Je sais que quand on se comporte ainsi dans sa 95e année, c'est que la déraison est à l'œuvre. Bah, vous ne dites rien, bien sûr. Eh bien, mon oncle, que faites-vous là? J'attends. Vous attendez? Oui, une jeune personne qui doit me montrer certains traités qu'elle a commis. Et resterez-vous là jusqu'à son arrivée? À vrai dire, elle ne viendrait que plus tard. Mais je tenais à m'assurer que tout était en place. J'attends. Vous n'oserez jamais me dire que ce plat. Acceptez que je juge de l'impunité que l'âge me confère. Pour vous dire la vérité, votre étude est fort judicieuse. Et le style à votre image, pur et sensible. Pensez-vous, monsieur? Mon souci de vivre selon des règles simples m'invite à toujours penser comme je dis. Je ne vois toutefois guère ce qu'il y aurait maintenant à vous apprendre sur l'observation des étoiles. Pardonnez-moi, monsieur, si je me suis mal fait entendre. En fait, ma tante ne possède pas de lunettes astronomiques. Et vous voudriez? Venir étudier chez vous. Mais la nuit? Naturellement. Mais si cela est votre souhait, eh bien, je vais vous rendre votre excellente étude. Il est d'autres choses dont vous m'avez promis de m'instruire. Ah, je ne vois pas. Comment avez-vous si vous détaché de l'amour? Allons, monsieur, souvenez-vous de votre promesse. Comprenez mon embarras. Qu'y a-t-il d'embarrassant? Rien. Eh bien, on se dévoile toujours trop. quel danger? Il ne faut pas raconter sa vie. Après, les gens vous demandent des comptes. Ils estiment que je les regarde. Allons. Bien. Dans ma 17e année, une jeune fille de 15 ans, une lointaine parente, était venue passer la belle saison chez nous. Un soir que nous nous promenions, j'ai osé lui donner un baiser. Dans son regard, j'ai vu une confiance qui m'a ému bien plus que le baiser lui-même. Cet instant de grâce n'a été gâché par aucune parole. C'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti quelque chose. N'avez-vous jamais revu cette jeune fille? Je n'ai pas voulu.
C'est pour cela que je ne l'ai jamais oublié. Mais après, Ce souvenir a suffi à me garder des ravages du cœur, à ne point fixer le mien. Ce qu'il me fallait, je l'ai trouvé. La sérénité de complicité aimable et bien vécue. Pour le reste, regardez le calendrier. Vous verrez qu'il faut un amour bien du talent pour résister. En lieu et place de l'émerveillement perpétuel, vous trouverez l'exactitude et la régularité des jours. Un vertige. Il faut que la présomption domine pour répondre favorablement à la seule question qui vaille. M'aimerez-vous encore demain? j'aimerais qu'il m'arrive quelque chose d'heureux. Pourquoi est-ce si difficile? Ça ne doit pourtant pas demander à Dieu un effort bien considérable. Qu'espérez-vous? Ce que vous avez refusé. Vous vous y êtes déjà brûlé. Mais comment une femme pourrait-elle voir autrement sa vie qu'accordée à celle de l'homme qui sera l'aimé? C'est en effet une croyance assez répandue, en dépit des dégâts qu'elle cause. Vous parlez comme un impie. Ne mêlez pas Dieu à cela. Le diable alors? C'est souvent son homme d'affaires. Pour ne pas vous déplaire, il faudrait donc renoncer. Le cœur ne doit point faillir. Souhaitez-vous cela pour moi? Ne cherchez-vous point de conseil? On ne se marie pas avec la solitude. N'est-ce pas préférable à un homme qui serait indigne de vous? Vous possédez assez d'intelligence pour être jamais seul. N'avez-vous pas envie de connaître cette chose exquise et rare qu'on nomme liberté et de jouir par là même de cette autre merveille qu'on appelle la paix? Je dois partir. Regardez, le soir est déjà tombé. En effet. Bonsoir, monsieur de Fontenelle. N'aimez-vous point mon prénom? Vous ne le prononcez jamais. Je l'apprivoise. Je voudrais ne point me rappeler votre conseil, monsieur, mais peut-être est-il déjà trop tard. Bonjour Françoise. Comment est notre homme ce matin? Comme hier, madame. Et comme avant-hier. Il chantonne, se fait raser et poudrer 1 heure durant, exige des rubans à son habit. Et il ne ressent plus aucune douleur. Il prétend même que son ouïe ne l'a jamais fait souffrir. Voulez-vous mon avis? Monsieur se moque de nous. Et le pire, c'est que son appétit a redoublé. Il redemande de tout. J'en suis à me demander si c'est la signe de bonne santé ou de quelque dérangement. Et je ne saurais vous dire à quelle heure il se couche. Pense-t-il seulement à dormir? Sait-il encore où est sa chambre? Non, maintenant. Je me demande s'il ne confond pas la nuit et le jour. Lui, qui s'est jamais agité de sa vie, on dirait que rien va assez vite. Mathieu et Simon se plaignent de ce qui les a transformés en courant d'air. Tout ça n'est pas bon, madame, je vous le dis.
visite de la jeune Isabelle semble avoir sur vous un effet souverain, mon oncle. Êtes-vous inquiète? Non point, mais vous qui avez toujours accueilli avec la même humeur tranquille les gens et les choses, il semble que la jeune Isabelle puisse se flatter de provoquer le changement dans vos habitudes. Je suis attentif à ses travaux. Elle entend la science à merveille et pratique le raisonnement et la déduction comme peu de gens. Voudriez-vous que je fusse absent quand l'intelligence, la finesse, l'esprit et la beauté se sont donné rendez-vous? Je vous assure qu'il m'est plus agréable d'écouter et de regarder Isabelle que tous les académiciens réunis. L'autre jour, chez la marquise de Villemain, une femme qui devait avoir dans les 40 ans se mit à nous observer comme si elle s'inquiétait qu'Isabelle fût si jeune ou que je fus si vieux. Quelle tristesse que de se trouver entre deux âges. Vous avez changé, mon oncle. En bien? C'est comme... Pardonnez-moi, j'allais dire une sottise. Allez, allez. Eh bien, c'est comme si, soudainement, vous découvriez un cœur. Je vous ai blessé, je suis impardonnable. Je suis confuse. Quelle étrange griserie, cet air frais. Il est possible que cela porte un nom? Ne le prononcez pas. Me demande, eh bien monsieur, comment va votre encyclopédie? J'ai l'impression qu'on me transperce le cœur. Voulez-vous la vérité? Nous sommes persécutés par des coquins qui espèrent de nous la résignation. Et Voltaire qui nous conseille d'aller continuer en pays étranger. Mais quelle idée se fait-il donc du courage? Oui, nous continuerons, mais à poursuivre nos ennemis. Et nous retournerons à notre profit la bêtise de nos censeurs. Il est heureux de vous entendre parler ainsi, monsieur Diderot. D'Alembert disait ici même l'autre soir que vous vous sentiez découragé. D'Alembert subit plus que moi les assauts des imbéciles. Mais il est vrai que le repos me tente. Je rêve parfois d'une vie tranquille, au fond de ma province. Alors tout s'apaiserait. Et je pourrais voir dans les cœurs un peu d'innocence. Mais il faut être utile aux hommes. Et travailler. Je me demande pourtant si l'on ne fait pas autre chose que les amuser. Quelle différence y a-t-il entre le philosophe et le joueur de flûte? On ne peut changer les hommes, monsieur. Et tantôt ils se tourneront vers votre philosophe, tantôt ils préféreront le joueur de flûte. On croirait entendre monsieur de Fontenelle. Votre remarque me flatte, monsieur. Moi, je crois que les hommes sont faits de plusieurs petits récipients. Celui de la raison, celui de l'imagination, celui de l'esprit, et qu'il y a aussi une grande marmite de pure bêtise. Ah! Voilà bien la preuve que tous les êtres ne se ressemblent pas. Et que pour certains d'entre eux, le destin n'est puisé que dans la grande marmite. Eh bien, moi, j'avance que tous les êtres humains doivent être considérés de la même façon. Vous ne pouvez quand même pas prétendre qu'ici même, nous sommes tous pareils. Et laissez donc le Seigneur seul juge de ce que nous sommes et de ce que nous valons. De qui parlez-vous? Je suis surpris, monsieur, de ne pas vous avoir entendu blasphémer plus tôt. Mais voulez-vous que je me rattrape? Taisez-vous. Je vais vous dire ma manière de penser, monsieur. Le châtiment est terrible. Je veux vous entendre en confession au plus tôt. Confession. On dit
dit, mademoiselle, que vos travaux sont du plus grand intérêt. Monsieur de Fontenelle me prodigue des encouragements. Je voudrais y joindre les miens. Et voudrais tout autant que vous ne refusiez pas que je vous entende chanter. Je ne puis, monsieur. Il n'y a personne pour tenir le clavecin. Si? Moi? Semplicetta tortorella che non vede il suo periglio per fuggire da crudo artiglio vola in grembo del cacciator, vola in grembo del cacciator. Vorrei anch'io fuggire la pena d'un amor fino taciuto che m'espongo ad un rifiuto all'oltraggio ed al rossor, all'oltraggio ed al rossor. Nel, à cette heure matinale. Je dois voir votre nièce pour lui remettre ceci. Elle est sortie. Mais pourquoi avez-vous pris vous-même la peine de... Où est-elle? Monsieur Diderot est venu la chercher. Voulez-vous me confier ce que vous avez là? Je la peux attendre. À tantôt. Enfin, monsieur de Fontenelle, puisque je vous dis que monsieur Diderot n'est pas là. Où est-il alors? Ah, il est, pour vous dire sincèrement, il est... Où cela? Le lieu, je l'ignore, monsieur, mais il est avec une personne. Et que font-ils? L'avez-vous vue, cette personne? Ah, celle-là, non, je ne l'ai pas encore vue. Enfin, vous avez bien une idée. Elle doit être jeune, non? Jeune et belle. Elles sont toutes jeunes et belles, monsieur. Je vais l'attendre. Monsieur de Fontenelle! Mais qu'y a-t-il? Je n'ai que peu de choses à vous dire, monsieur. Ce que vous faites... Oui? Ce que vous faites est... incomplet. De quoi parlez-vous, non? De votre encyclopédie. Qu'a-t-elle d'incomplet? Vous n'y traitez point des passions, du sentiment. Qu'avez-vous à rire? C'est vous, monsieur de Fontenelle, qui parlez de sentiments. Ah, et puis faites comme vous voulez. Je m'apprendra à donner des conseils. Eh bien, une colère du paisible Fontenelle, l'événement est unique. C'est un honneur. J'envie vos emportements. J'aimerais vous ressembler. Permettez que je vous renvoie le compliment, mais vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce donc que je possède qui vous manquerait? Du courage.
Qu'avez-vous? Rien. Vous semblez vous ennuyer? Point du tout. Je crois que j'abuse de votre bonté. Ces nuits de veille ne sont que d'un peu d'intérêt pour un savant comme vous. Vous ne dites rien? Que pense Monsieur Diderot de vos observations? Ma tante vous a dit. Il m'a fait l'honneur de trouver de l'intérêt à ce que je fais. Est-ce là ce qui vous contrarie? Je ne suis point contrarié. C'est moi, en effet, qui devrais l'être. Hier, n'êtes-vous pas parti alors que je chantais? Vous avez bien d'autres oreilles pour vous entendre. Vous êtes de méchante mort, tout cela par ma faute. Aurais-je dû refuser l'invitation de Monsieur Diderot? Il s'est montré aimable et fort enjoué. Je n'en doute point. Reprenez vos observations. Pensez-vous que je ne puis oublier certains conseils? Si Monsieur Diderot a charmé mon esprit, mon corps, lui, n'a pas failli. Il aura été retardé en route. Vous croyez donc que je ne vous dis pas la vérité? Pour ce que de bien connaître la vérité, je crois disposer d'une certaine avance. Bien inutile, je vous rassure. Les mises en garde que je vous ai adressées sont aujourd'hui dérisoires, dérisoires. Qu'y avait-il de dérisoire à vouloir m'épargner erreurs et souffrances? Ce soir, je ne vois que trop la vanité de mes propos. Pas d'impulsion du cœur, du raisonnement. Je me suis laissé entraîner à penser que ce qui m'avait si bien convenu devait vous convenir aussi. Voilà les paroles d'un homme qui toute sa vie a peu changé de place et qui en a tenu si peu. J'ai promis à Monsieur Diderot d'aller lui rendre visite chez lui. Mais j'aimerais continuer à étudier auprès de vous. Vous aimeriez, mais vous ne le souhaitez point. Je vous comprends mal. Vous cherchez à me dire que vous voulez votre liberté. Vous me blessez, monsieur. Je crains de vous blesser aussi. Cela arrive quand on vise juste. J'ai de l'amitié pour vous. J'ai pensé cette amitié partagée. Mais les parts étaient inégales. J'aurais dû le savoir. Vous entrez dans la vie quand je ne me décide pas à en sortir. Alors? Mon cœur est honnête, monsieur. Je serai toujours heureux d'avoir connaissance de vos travaux. Nous nous verrons chez votre tante, si toutefois vous y paraissez encore, ce dont je doute. Pourquoi cela? Parce que votre tête, votre esprit, votre corps seront ailleurs. Ils y sont déjà. On ne peut pas changer les hommes. Vous-même l'avez reconnu. Il est si pénible de dire adieu. Je voudrais vous éviter cet embarras. Ce soir, vous êtes là pour la dernière fois, et je l'ai su avant vous. J'insisterai pour vous voir revenir que je forcerai votre compassion. Ce serait me renier. Monsieur Diderot s'est montré enjoué, dites-vous? Il sera donc libertin quand vous le croirez galant. Vous serez ainsi rassuré en pensant que l'esprit l'emporte. Nous préférons toujours abdiquer dans le confort. C'est à cela qu'on reconnaît nos défaites ordinaires.
Monsieur de Lamotte est philosophe profond. Philosopher, c'est rendre à la raison toute sa dignité. Il serait plus agréable de vous entendre lire La princesse de Clèves. Mais vous connaissez ce roman par cœur. Le mot est juste. Madame Geoffrin vous rend visite. Bonjour, ma bonne amie. Que se passe-t-il? Je vais vous expliquer. Votre avis me sera précieux. C'est au sujet d'Isabelle. Depuis 1 an, à peine l'ai-je vue sortir au matin de la maison et rentrer fort tard. Je sens bien tous les reproches qui peuvent m'être faits. Je ne me suis point alarmée, sachant comme elle se passionne pour les sciences. Mais je connais aujourd'hui les raisons de sa conduite. Eh bien? Monsieur Diderot a fait se rencontrer ma nièce et l'un de ses libraires. Ce jeune homme est l'un de ceux qui continuent à soutenir l'encyclopédie, mais il part s'installer en Flandre, à Lille, et il a demandé Isabelle en mariage. Je ne sais que faire, mon bon ami, vous qui lui fûtes si précieux, qui l'avez aidé à sortir de son tourment par l'étude de la philosophie. Vous devez me conseiller. Lille, très belle ville. Néanmoins, il ne se rebuta point encore, et il fit tout ce qu'il put pour la faire changer de dessein. Des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût un jour revenir. Votre visite m'a enchanté. Je suis heureux de vous savoir à Lille. Tout au service de la librairie. Je sais ce que je vous dois, monsieur. Et je chercherai toujours de quelle façon vous exprimer ma reconnaissance. Je n'aurai plus à chercher longtemps, je pense. Que voulez-vous dire? Mon âge a fini par me rattraper. Vous vous portez à merveille. J'étais venue dans l'espoir que vous me pardonneriez. Je n'ai point remarqué d'offense. J'eusse préféré vous entendre dire que je m'étais montrée ingrate. Nous ne sommes pas assez parfaits pour être toujours affligés. Travaillez-vous en ce moment? J'étudie notre langue française. Sujet inépuisable. Je m'étonne toujours de ce que tant de choses puissent loger dans si peu de mots. Regardez, il n'en faut que 2 pour dire que le temps n'est pas à notre disposition. Et c'est des mots? Trop tard. Au revoir, monsieur. Je ne chante plus, monsieur. Et pourtant, chaque fois que j'aimerais le faire, je pense à vous. Adieu, Isabelle. Rentrez. Il fait encore frais.
Vous avez raison. Il n'y a rien à dire. Vous êtes toujours remis de tout. C'est bien la preuve que la clémence divine est infinie. Tenez, l'autre jour, je visitais Madame Grimaud. Savez-vous qu'elle a passé les 100 ans? Et comme dit-elle, Monsieur l'abbé, je crois que la Providence m'a oublié. Que peut-on répondre à cela? Alors, c'est-il mieux qu'hier? J'ai autorisé l'abbé Chalon à le voir en lui recommandant de ne pas le fatiguer. Mes respects, monsieur de Fontenelle. Que ressentez-vous? Je ressens une difficulté d'être. Mais vous êtes mieux qu'hier, n'est-ce pas? Je vous demande, comment cela va-t-il? Comment cela va-t-il? Cela ne va pas. Cela s'en va. Je me regrette. Vous auriez eu 100 ans dans un mois. Je vous aurais écrit cette lettre, malgré que je me blesse au souvenir d'un temps que je ne savais pas si heureux. J'entends dire de vous, il était le meilleur des amis, mais il se livrait peu. Qui pouvait comprendre qu'un vœu très cher vous habitait, si éloigné de ce que vous vouliez paraître. Et si je pense à vous, c'est que me vient enfin la force de dire votre secrète espérance,
que quelqu'un, un jour, entende battre un cœur oublié.